Donald Trump a fait part de son optimisme, on vient de l'entendre, sur un règlement du conflit avec la Russie. L'Europe affiche, elle, sa détermination à peser dans les échanges. Et ce sera tout l'enjeu de cette nouvelle séquence parisienne. Emmanuel Macron a reçu depuis ce matin 10 heures Volodymyr Zelensky à l'Elysée. Bonjour Johan Baudin, vous suivez pour nous cette séquence. 10 fois que le président ukrainien, 10e fois qu'il est reçu à Paris depuis le début de la guerre. La dernière fois, c'était il y a à peine 2 semaines. Que vient-il chercher aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, le président ukrainien est arrivé ici il y a un peu plus d'une heure et demie pour un entretien en bilatéral ainsi qu'un déjeuner de travail, une visite en quelque sorte surprise car à l'origine, seule la première dame ukrainienne, Mme Zelenska, était attendue à Paris pour rencontrer Brigitte Macron et porter son combat pour le retour des quelques 20 000 enfants ukrainiens transférés de force en Russie. Mais compte tenu de l'accélération des négociations pour un accord de paix, Volodymyr Zelensky est lui aussi venu, un président ukrainien quelque peu isolé et fragilisé par les scandales de corruption. Il s'agit pour la France et les Européens de rassurer le président Zelensky sur leur soutien à l'Ukraine. Les Européens entendent donc donner les gages au président Zelensky pour peser dans les négociations et tenir ferme sur les lignes rouges ukrainiennes face aux atermoiements de l'administration américaine. Des avancées ont été obtenues comme le format de l'armée ukrainienne. Elle devrait rester à 800 000 soldats, ou la question de l'impunité, de l'amnistie sur les crimes de guerre. Mais il reste des points en suspension sur lesquels Européens et Ukrainiens restent sensibles. Il s'agit de la question de la captation des avoirs russes. Les États-Unis veulent mettre la main sur 100 milliards d'euros d'avoirs russes et mettre à contribution les Européens sur quelques 100 milliards supplémentaires, alors que les Européens montent et préparent un plan de financement, un prêt adossé à ces 200 millions d'avoirs russes gelés pour la reconstruction du pays. Autre point, la question des garanties de sécurité. Paris et Londres proposent le déploiement en deuxième rideau sur le sol ukrainien d'une force de réassurance de la coalition des volontaires qui regroupe une trentaine de pays. Une fois le cessez-le-feu obtenu, une force que les Russes refusent. Reste la question également de la démarcation de la ligne de contact et des concessions territoriales demandées à Kiev. Moscou revendique la totalité des oblasts de Louhansk et de Donetsk et une zone tampon. Les Ukrainiens seraient contraints de quitter leur position établie depuis plus de 10 ans sur les places fortifiées de Kramatorsk et Sloviansk, et les Ukrainiens refusent ces concessions territoriales. Merci beaucoup Johan Baudin en direct de la cour de l'Elysée pour France 24 aux alentours de 14h, 14h30 parce qu'on nous annonce déjà du retard. Les deux chefs d'État devraient s'exprimer face à la presse avant de participer à un entretien bilatéral. On vous fera vivre évidemment la séquence en direct. Voilà pour cette nouvelle séquence qui s'inscrit, on voit bien Gauthier Rabinski, dans un cadre très soutenu. Il y a beaucoup d'échanges depuis la semaine dernière, hier en Floride avec les Américains. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui sont sur le devant de la scène. L'enjeu, c'est quoi ? C'est d'essayer de peser sur les fameux points. Il y en avait 28 au départ, ça a réduit, mais ceux qui posent problème sont toujours là finalement. Ceux qui posent problème sont toujours là, ils sont gravissimes, parce que la question n'est pas de savoir s'il faut sacrifier pour la paix des territoires ukrainiens. Si ça n'était que ça, à la limite, oui, on pourrait très bien dire, là, on lâche des territoires ukrainiens pour que la paix s'instaure. Mais ça n'est pas ça le fond du problème. Pour Vladimir Poutine, ce qui importe, ce n'est pas de posséder les territoires de Donetsk, de Slaviansk, de Kherson, Zaporizhia. Non, ça n'est pas le fond du problème, parce que si on dit que dans ces territoires, il y a des richesses souterraines, oui, c'est vrai. Mais il y en a combien sur les territoires de la Russie ? Sur les 17 millions de kilomètres carrés de territoire russe, il y a des surfaces équivalentes à celles de la France et qui sont encore vierges, inexplorées et très probablement très riches. Donc le problème n'est pas là. Mais ce qu'on est en train de dire à Zelensky, pas les Européens, mais d'autres, lui disent il faut lâcher pour avoir la paix et puis pour avoir des élections. C'est d'ailleurs ce qui est dans le plan. Les élections dans 3-4 mois. Si on fait des élections, ça veut dire que dans les territoires qu'occupe la Russie, il n'y aura pas d'élections. Une fois que vous avez fait ces élections, vous avez entériné la participation. Et c'est fini. La partition d'un pays, c'est terminé. On n'en parle plus pendant très longtemps. Donc, si vous voulez, la conscience, et c'est ça qui est important, c'est que la conscience des Européens, et elle est inégale selon les pays, soit bien de reconnaître le danger russe comme un danger impérialiste, et non pas uniquement des revendications territoriales plus ou moins fumeuses. Ça n'est pas ça le fond. Et c'est là que Zelensky
pense avoir, alors à juste titre ou pas, c'est pas ici qu'il faut en débattre, mais pense avoir un soutien solide en la personne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui ne varie pas sur cette appréciation. Regardez, je prends l'exemple de Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui dans un premier temps, quand il a été élu, était très sur la ligne dure contre Moscou et pour armer les Ukrainiens. Et puis récemment, il a dit qu'il faudrait que les Ukrainiens apprennent à se défendre tout seuls. Dans l'immédiat, c'est peine perdue, c'est pas possible. Donc vous voyez qu'il y a parfois, comment dire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale ou la rage. Des fois, certains Européens qui ne veulent pas aller au bout dans cette défense-là disent que les Ukrainiens sont pas vertueux, par exemple. Disent que les Ukrainiens cèdent à la corruption. Vous voyez, on trouve toujours des prétextes. Ou le terme fragilisé qui revient effectivement beaucoup, Voilà. beaucoup en ce moment. On voit bien que les Européens sont à la manœuvre et essaient de peser de tout leur poids. Il y a cette réunion avec les ministres de la Défense à Bruxelles, il y a cette séquence à l'Élysée à Paris. Est-ce qu'on est audible face à des Américains, face à des Russes? Alors, il y a eu quand même cet épisode suite à la publication, à la divulgation du plan américain dans sa mouture initiale. Vous avez quand même l'Europe qui a réussi, ce que rappelait Johan, à retirer un certain nombre de points qui étaient vraiment infamants et à freiner la chose. Et c'est de ça que l'Ukraine a besoin, c'est de freiner la chose parce que ça permet, au cas par cas, de contourner la précipitation ou la vigueur de Trump. Vous voyez bien que Trump avait fixé un ultimatum aux Ukrainiens et que cet Au 27 novembre, on est le 1er décembre. C'était jeudi dernier. Et donc, ça a permis de le contourner. C'est ça qui est important. Le bémol à cela, c'est quoi? C'est que la Russie aussi, elle a l'éternité devant elle. Et que Poutine peut faire le silence. Il dit que ces tractations, ça ne m'intéresse pas. Souvenez-vous de ce qu'il a dit quand le plan américain est sorti. Ce plan qui reprend quasiment toutes ses exigences. Il dit oui, c'est un bon début. Ça veut dire qu'il espère faire mieux, obtenir plus. Et dans cette perspective, il y a évidemment l'exploitation de ce qui est arrivé en Ukraine avec la corruption, le fait de corruption. Je ne suis pas certain que ça fragilise, pour en terminer là, je ne suis pas certain que ça fragilise complètement Zelensky, parce que regardez la différence. Cette affaire-là, on l'a apprise, on l'a connue, elle est publique. En Russie, c'est un système de règlement, c'est un système de gouvernement, la corruption. On favorise telle aile pour défavoriser une autre qu'on va favoriser après. Poutine est à l'origine, est au croisement de ce système-là. Quand quelqu'un est arrêté, l'un de ses proches, on ne le sait pas. Et si lui, un jour, est touché, on ne le saura pas. C'est là toute la différence. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage